Nous reprenons les auditions de la journée. Nous ne sommes pas tout à fait à 50% de celles-ci, mais nous en approchons naturellement. Nous recevons ce matin Monsieur Didier Migaud, qui est le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui vient devant notre commission pour la présentation du rapport annuel de la Haute Autorité, bien sûr. Je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo, naturellement, et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. C'est un point important, naturellement. Monsieur le Président, l'année 2022 aura été dense en échéances politiques et électorales, et vous nous en indiquerez probablement les conséquences sur l'activité de la Haute Autorité. Je pense en particulier au contrôle des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêt et d'activité des députés de la 16e législature et des membres du second gouvernement de Madame la Première ministre. S'agissant du contrôle du patrimoine et des intérêts des responsables publics, vous nous disiez l'an dernier que le taux de non-dépôt des déclarations, je dis bien le taux de non-dépôt des déclarations, en 2021 restait significatif. Qu'en est-il, bien sûr, pour 2022 ? Votre institution a également pour mission le contrôle des mobilités professionnelles entre les secteurs publics et privés. Il semble que ce contrôle, en particulier de la reconversion des agents et responsables publics vers le secteur privé, ait pris une importance accrue, notamment dans le contexte du changement de gouvernement. Dans quelle mesure, Monsieur le Président, les agents et responsables publics concernés se sont-ils appropriés les règles portant sur les mobilités ? Comment la Haute Autorité s'organise-t-elle pour suivre le respect des réserves qu'elle a pu être amenée à prononcer dans ce cadre ? S'agissant de l'encadrement de la représentation d'intérêts, le dispositif est assurément complexe. Elle est peut-être encore plus depuis l'extension, à savoir depuis le 1er juillet 2022, du répertoire des représentants d'intérêts à certaines fonctions exécutives locales et à de nouveaux agents publics. Vous est-il déjà possible de dresser un premier bilan de cette extension ? Plus généralement, quelles mesures de simplification concernant les règles d'inscription au répertoire devraient-elles être envisagées selon vous et comment garantir l'effectivité des attributions de la Haute Autorité en matière de contrôle et de vérification ? Il faut également mentionner, en plus des missions qu'on pourrait déjà qualifier de traditionnelles, un rôle croissant de la Haute Autorité dans l'accompagnement et le conseil des responsables et agents publics. De quels moyens, finalement, disposez-vous pour remplir cette mission ? Dans les collectivités territoriales, les élus locaux peuvent, depuis le 1er juin de cette année, c'est-à-dire 1er juin 2023, bénéficier de l'appui d'un référent déontologue. Comment le rôle de cet acteur s'articule-t-il avec celui de la Haute Autorité ? Y a-t-il des liens entre vous, d'ailleurs ? Je m'interroge. Monsieur le Président, 10 ans après sa création, la Haute Autorité semble aujourd'hui parfaitement ancrée dans le paysage national. Ses missions ne cessent de croître. Les élus ont pris ou sont en voie de prendre les réflexes nécessaires pour remplir les obligations qui leur sont données. Pouvez-vous également nous préciser quelles bonnes pratiques font d'ores et déjà l'objet d'un échange au niveau international ? C'est le dernier point de mon intervention, notamment dans le cadre du réseau européen d'éthique publique que votre institution préside. Voilà en quelques mots les points que je souhaiterais que nous puissions aborder. Bien sûr, il y en aura d'autres, puisque les collègues ici présents poseront bien les questions qu'ils souhaitent, bien sûr. Voilà, merci Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. 2022 a été effectivement une année dense, exceptionnelle pour les responsables publics et la Haute Autorité. Vous le savez, et c'était une de vos questions, Monsieur le Président, le socle de la Haute Autorité, c'est l'accompagnement et le contrôle de 18 000 responsables publics, élus comme non élus, afin de s'assurer de l'absence de conflits d'intérêts, d'enrichissement personnel et de contribuer à garantir la probité des responsables publics.
C'est aussi le contrôle des mobilités professionnelles entre les secteurs publics et privés des 15 000 agents publics exerçant les fonctions les plus agents et responsables publics exerçant les fonctions les plus stratégiques. Alors l'enjeu est important, il l'était d'autant plus en 2022, année exceptionnelle sur le plan politique et électoral, puisqu'il y avait l'élection présidentielle, les élections législatives, 2 remaniements gouvernementaux. Ainsi, 2022 a donné lieu à une intense activité d'accompagnement et de conseil de la Haute Autorité. Nous avons renforcé nos activités d'accompagnement dès la fin de l'année 2021. Et pour chacune des échéances électorales, nous avons souhaité procéder à de nombreuses relances lors des campagnes de dépôt pour faire en sorte que le taux de non-dépôt soit le plus faible possible. J'y reviendrai. 2022 a donné lieu à une intense activité déclarative de la part des responsables publics. 5 245 responsables et agents publics ont déposé 10 659 déclarations de patrimoine ou d'intérêt auprès de la Haute Autorité. 41 dossiers concernant principalement des élus locaux ont été transmis au procureur de la République pour non-dépôt de déclaration. Une proportion très faible, mais qui peut rejaillir à partir du moment où il n'y a pas de suite à ces non-dépôts, qui peut rejaillir sur l'ensemble des élus aux yeux des citoyens. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Logiquement, tout cela a entraîné une intense activité de contrôle de la situation des responsables publics. 4 170 déclarations ont été contrôlées, notamment les plus importantes, déposées en début, les déclarations initiales et les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale, et en fin de mandat, c'est ce que l'on appelle les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat. La part des déclarations initiale entièrement conforme aux exigences d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité demeure stable. 32% sont immédiatement conformes. Plus de 60% des déclarations contrôlées ont fait l'objet de demandes de modification dans l'objectif de rendre ces déclarations les plus claires et les plus exactes pour le citoyen. 10 dossiers ont été transmis à la justice pour des manquements déclaratifs ou des manquements à la probité. Je reviens sur votre question sur les taux de dépôt dans les délais avant relance. Ces taux de dépôt sont inégaux, mais en amélioration. En témoigne celui des députés élus en 2022, nettement meilleur qu'en 2017. Alors, on observe néanmoins des divergences entre le dépôt des déclarations initiales et celles de fin de mandat. Pour l'ensemble des déclarants, le taux de dépôt dans les délais des déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat est de 49% seulement, contre 74% pour les déclarations initiales. Donc là, il faut reconnaître qu'on a de vraies marges de progrès, d'où un important travail de relance. 545 relances pour non-dépôt dans le délai, 193 injonctions après relance et 41 dossiers transmis au procureur de la République. Donc, une fois de plus, une faible proportion. Pour ce qui concerne les déclarations de fin de mandat des sénateurs, vous avez tous été dans les délais. Bon. Donc voilà. Donc c'est comment ? Mais déjà respecter les délais est un premier point. Bon, donc, et ça s'est passé sans aucune difficulté. Alors l'activité de contrôle des déclarations et d'accompagnement des députés et des membres du gouvernement a été tout au long de l'année 2022 particulièrement soutenue. Les contrôles approfondis ont contribué à améliorer significativement la qualité des déclarations mises à la disposition des citoyens. La prévention des conflits d'intérêts est un objectif majeur, un sujet qui retient tout particulièrement l'attention. S'il n'est pas interdit, heureusement, d'avoir des intérêts et même des conflits entre ces différents intérêts, la neutralité de la décision publique doit toujours être protégée car elle vise l'intérêt général. Ainsi, plusieurs membres du gouvernement se sont vus imposer un décret de déport destiné à prévenir les risques de conflits d'intérêts ou de prise illégale d'intérêts. Et plus largement, notamment au niveau des élus locaux, 7 contrôles de déclaration d'intérêt sur 10
conduisent la Haute Autorité à demander des mesures de prévention d'une situation de conflit d'intérêts. Or, ce n'est pas illogique à partir du moment où les élus locaux ont souvent des activités professionnelles parallèles et peuvent se retrouver effectivement en situation de conflit d'intérêts, d'où les mesures de prévention que nous pouvons leur préconiser. Mais c'est vrai que 7 déclarations sur 10, qui nécessitent des mesures de prévention, est une proportion importante. Lors de la publication des déclarations d'intérêt et d'activité des députés, la Haute Autorité a également diffusé une analyse des données qu'elles contiennent. On s'aperçoit d'ailleurs qu'un député sur 2 détient un autre mandat électif. Et dans près de 40% des cas, il s'agit d'un mandat de conseiller municipal. Une dernière statistique peut-être sur les déclarations publiées sur notre site. Alors, vous savez que seules les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement et des membres du collège de la Haute Autorité sont rendues publiques sur le site de la Haute Autorité. Pour les parlementaires, elles sont, les déclarations de patrimoine, consultables en préfecture. Il faut reconnaître qu'il y a très peu de demandes de consultation, s'agissant des parlementaires, encore moins d'ailleurs des sénateurs. Sur les déclarations d'intérêt, elles sont rendues publiques pour les membres du gouvernement, pour les parlementaires, pour les élus locaux. Elles sont toutes rendues publiques sur le site de la Haute Autorité. Elles ne sont pas rendues publiques pour les hauts fonctionnaires à partir de la demande du Conseil d'État et de la différence que fait le Conseil d'État sur l'exigence de transparence qui peut être différente selon que l'on est élu ou pas. Qui dit année politique et électorale exceptionnelle dit aussi année exceptionnelle en matière de contrôle des mobilités publiques-privées. Alors, la Haute Autorité joue ici un rôle de régulation. Elle est à la recherche du meilleur équilibre entre différents intérêts à concilier, permettre des passages entre les secteurs publics et privés, tout en veillant à défendre l'impartialité de l'action publique et protéger les responsables et agents publics contre les risques de nature pénale et déontologique pouvant résulter de leurs projets. Alors 2022, vous avez raison, Monsieur le Président, a été marqué par un nombre de saisines record, 639, près de 2 fois supérieur à 2021. 93% d'augmentation de ces saisines. Alors, nous nous sommes organisés pour traiter l'ensemble dans des délais raisonnables, notamment en ce qui concerne les avis préalables à la nomination des collaborateurs du Président de la République ou des membres du gouvernement ayant exercé dans le secteur privé, où obligatoirement nous sommes saisis dans le cadre d'une prénomination. S'agissant plus précisément des mobilités vers le secteur privé, qui mettent davantage en jeu la nécessité de protéger l'intérêt public, près de 80% des avis sont des avis de compatibilité avec réserve, destinés à prévenir justement les risques d'ordre pénal ou déontologique. Vous aurez peut-être des questions là-dessus. Les avis d'incompatibilité qui sont adoptés, notamment lorsque aucune mesure de précaution ne permet de prévenir les risques identifiés, tant sur le plan pénal que sur le plan déontologique, qui concernent les projets de reconversion professionnelle, ils sont de l'ordre de 6,3%. Donc là aussi, une faible proportion. Il y a toujours une petite musique que l'on peut entendre sur le fait que la Haute Autorité empêche les projets de reconversion professionnelle, y compris de ceux qui viennent du secteur privé. Ça ne correspond pas à la réalité, puisque, une fois de plus, ces avis d'incompatibilité sont de l'ordre de 6, entre 6 et 6,5%. Les avis d'irrecevabilité et d'incompétence sont désormais en nombre très limité, ce qui montre qu'il y a une appropriation de plus en plus grande du dispositif mis en place par le législateur. C'est à comparer, c'est moins de 4%, c'est à comparer avec les 30% qui avaient été constatés au début de l'application de la loi. 4 dossiers ont été transmis à la justice dans le cadre du contrôle des mobilités entre les secteurs publics et privés.
2022 a été aussi une année charnière pour les représentants d'intérêt. S'agissant de l'activité de contrôle de la Haute Autorité, l'année 2022 a été marquée par une très forte augmentation du nombre des mises en demeure des représentants d'intérêt inscrits au registre pour défaut de déclaration, 76 sur 2022 contre seulement une en 2021. 19 d'entre elles ont été rendues publiques sur le site de la Haute Autorité qui, pour la première fois, a transmis 8 dossiers au parquet. Lorsqu'elles déposent, les entités inscrites doivent bien sûr convenablement déclarer leurs actions de représentants d'intérêt. 55 contrôles ont conduit à des modifications sur ce point. Et s'agissant des non-inscrits, les contrôles de la Haute Autorité ont conduit à l'inscription de 38 organismes. L'inscription est évidemment essentielle car c'est bien elle qui permet aux citoyens de s'informer sur l'influence de la société civile sur la décision publique. Alors 2022 était également l'année de l'extension du dispositif d'encadrement de la représentation d'intérêt aux collectivités territoriales et à certains agents publics entrés en vigueur le 1er juillet. Nous avons produit cette extension inquiétait beaucoup, à la fois les représentants d'intérêt et les élus locaux concernés. Nous avons produit plusieurs ressources documentaires destinées justement à faciliter l'appropriation de ce dispositif par les représentants d'intérêt. Nous avons organisé des webinaires à ce sujet. Cette extension a entraîné un petit peu plus de 400 nouvelles inscriptions, représentant près du quart de l'ensemble des activités déclarées pour l'année 2022. Alors, la question de la régulation du lobbying à l'échelon local constitue un enjeu majeur dans les années à venir. Il est important que les acteurs s'approprient le dispositif en vigueur. Pour faciliter cela, nous avons publié des nouvelles lignes directrices là, en début de semaine. Et puis, nous invitons le législateur à préciser, ajuster le dispositif. Un certain nombre de nos propositions ont d'ailleurs été reprises par votre collège par votre comité de déontologie au niveau du Sénat. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'ajustements qu'il faut faire pour éviter que la loi soit contournée et pour bien cerner le champ de la décision publique concernée. Aujourd'hui, le champ de la décision publique est très ouvert et pose de réelles difficultés, notamment au niveau local. C'est plus facile de bien définir le champ de la décision publique concernée au niveau national. Sur le plan local, c'est beaucoup plus difficile. Autre enjeu en matière d'influence, c'est la question de l'ingérence étrangère qui retient beaucoup l'attention ces derniers mois, étant précisé que ce sujet porte autant sur le lobbying, sur la régulation de ce lobbying, que sur les mobilités publiques privées et le contenu des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Et ces enjeux montrent, une fois de plus, qu'une révision du dispositif d'encadrement du lobbying est souhaitable. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. 10 ans après les lois de 2013, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je crois qu'on peut tirer un bilan positif de ces lois. Alors, quelques évolutions apparaissent possibles et souhaitables pour aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je crois que la Haute Autorité est bien ancrée dans le paysage institutionnel français. Son champ d'intervention s'est accru au fil des ans, preuve de la confiance que lui accorde le législateur. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'organiser un colloque sur les 10 années. Il sera organisé cette fois-ci à l'Assemblée nationale autour de ce 10e anniversaire pour mesurer ce bilan, apprécier ce bilan et voir éventuellement ce qui peut être encore décidé pour compléter le dispositif. Les principaux responsables ou agents publics sont désormais accompagnés, contrôlés tout au long de leurs fonctions, que ce soit lors de leur entrée dans la vie publique, pendant ou lorsqu'ils en sortent. 10 ans, c'est un recul intéressant pour savoir comment pourrait évoluer encore le dispositif français d'intégrité. Il doit
sûrement encore évoluer en référence à ce qui se fait dans d'autres pays ou à l'initiative d'institutions comme l'OCDE, le GRECO, et cette dimension internationale est importante. C'est la raison pour laquelle nous avons créé avec 12 autres pays maintenant le réseau européen d'éthique publique, chargé de porter des propositions auprès des institutions de l'Union européenne sur l'ensemble de ces sujets. Et je pense que justement, la haute autorité est également bien perçue aussi, bien identifiée au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne. Et très souvent, nous pouvons être consultés sur un certain nombre de propositions qui peuvent être faites tant au niveau de la Commission que du Parlement européen. Et puis c'est important que la dynamique soit globale, que cette réflexion sur le bilan puisse se faire en coordination avec les différents acteurs de la probité. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, les référents déontologues. Ils en font partie et nous y portons une attention toute particulière à partir du moment où, d'une certaine façon, le législateur nous a confié la responsabilité d'animation de ces réseaux de déontologues, et nous les réunissons chaque année au Sénat. D'ailleurs, le président du Sénat a accepté que cette rencontre se fasse chaque année dans les locaux du Sénat. Et la semaine dernière, nous avons réuni 150 référents déontologues. C'est très important parce qu'ils peuvent se trouver très souvent isolés, surtout quand ce sont des référents déontologues sans être dans des collèges de déontologie. Et il est très important qu'on puisse échanger avec eux, qu'ils puissent bien connaître la doctrine du collège de la haute autorité pour être le plus utile dans les conseils qu'ils expriment dans les administrations ou bien auprès des élus locaux. Il faut éviter parfois que des référents déontologues en rajoutent d'ailleurs, et puissent être excessifs. J'ai en souvenir d'un référent déontologue qui déconseillait aux élus locaux qui pouvaient représenter leur collectivité dans un certain nombre d'entités de ne pas participer à tout débat, y compris de rapport d'activité de cette entité devant leur pairs. Non. Il y a aussi une obligation de rendre des comptes. Et lorsqu'un élu représente sa collectivité dans une autre entité, il faut bien sûr qu'il puisse répondre aux questions de ses collègues. Donc voilà, après qu'il ne participe pas, bien sûr, au vote de la délibération, c'est un autre sujet. Là, il y a des conditions de déport en certaines circonstances. Et de ce point de vue-là, la loi 3DS a grandement contribué à clarifier un certain nombre de situations, même s'il reste encore, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec vous, peut-être quelques ajustements souhaitables pour que justement les élus locaux puissent être sécurisés dans l'exercice de leurs fonctions. Alors sur les propositions que nous formulons, ce ne sont pas des propositions nouvelles par rapport à celles que nous avons déjà exprimées. Nous souhaiterions pouvoir disposer d'un pouvoir de sanction propre, comme d'autres autorités administratives indépendantes peuvent en avoir le pouvoir, dans des circonstances bien définies. Et je vise là notamment celles et ceux en faible proportion qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives et qui ne déposent pas malgré les relances, malgré les injonctions. Et pouvoir leur infliger à travers une commission des sanctions, une amende de type administrative serait beaucoup plus efficace qu'une décision pénale qui souvent tarde à venir. Il faut reconnaître que les parquets sont souvent débordés au niveau justement des saisines et que ce ne sont pas obligatoirement des situations qui leur apparaissent les plus urgentes. Or, il y a non-respect de la loi, et non seulement il y a non-respect de la loi, mais il y a aussi absence de contrôle
pendant tout le temps où les déclarations n'ont pas été présentées à la haute autorité. Et effectivement, nous sommes confrontés à très peu de situations. Une fois de plus, nous avons transmis 41 dossiers sur l'année 2022, mais les citoyens qui identifient tel élu qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives, ils nous interpellent et il dit alors qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez pu constater le non-dépôt? On a dit on a transmis au parquet et alors où ça en est? Et très souvent on n'est pas en mesure de leur répondre parce qu'en fait il n'y a aucune sanction. Bon, et ça rejaillit en fait sur l'ensemble des élus d'ailleurs à partir du moment où ces comportements peu nombreux ne sont pas sanctionnés. Nous relevons que la procédure de dépôt de la déclaration d'intérêt dans un délai de 2 mois n'est pas obligatoirement satisfaisante au regard des risques de conflit d'intérêts qui peuvent se manifester durant les premiers jours d'exercice de fonctions publiques, notamment ministérielles. Bon. Les membres du gouvernement, ils ont comme tout responsable public 2 mois pour présenter leur déclaration d'intérêt et leur déclaration de situation patrimoniale. Pour la déclaration de situation patrimoniale, ça ne pose pas de difficulté. On peut parfaitement attendre les 2 mois. Mais pour les déclarations d'intérêt, vous avez ces 2 mois auxquels s'ajoutent le ou les 2 mois de contrôle pour ces déclarations d'intérêt. Ça fait 4 mois. Et pendant ces 4 mois, un ministre peut parfaitement se retrouver en situation de conflit d'intérêts si des déports n'ont pas été organisés en amont. Donc voilà, donc nous avons suggéré au président de la République et à la Première ministre que dès la première semaine de nomination, il puisse y avoir un échange pour pouvoir identifier les possibles conflits d'intérêts pour les ministres, pour éviter qu'ils se trouvent une fois de plus en situation de conflit d'intérêts, voire en prise illégale d'intérêts pour un certain nombre d'entre eux. Nous proposons aussi un élargissement des responsables publics qui pourraient faire l'objet d'un contrôle au niveau des mobilités vers le privé. Notamment, ça vise les responsables de certains EPIC de l'État, par exemple les responsables de l'UGAP ou de Solideo, qui est l'établissement qui justement est en relation très étroite avec les entreprises pour l'organisation des Jeux olympiques, eh bien, ils ne relèvent pas du contrôle de la haute autorité pour leur mobilité éventuelle vers le privé. Alors même qu'un responsable d'un EPIC local pourra relever du contrôle de la haute autorité. C'est pas très justifiable et pas très normal quand on connaît les relations qu'on peut avoir au titre des responsabilités de l'UGAP ou bien de Solideo. Donc nous proposons d'élargir le nombre de personnes susceptibles de relever du contrôle. Et puis, nous proposons aussi de réviser le dispositif d'encadrement du lobbying. Il y a un consensus, je crois, pour apporter un certain nombre de modifications à la fois au dispositif législatif et réglementaire. J'ai d'ailleurs été auditionné 8 fois sur ces sujets, sur ces 3 dernières années. À chaque fois, d'ailleurs, les missions parlementaires qui travaillent sur ces sujets formulent des propositions. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de débouché. Il faut reconnaître qu'il y a une partie de la haute administration qui est assez réservée sur ce sujet, notamment au niveau du critère de l'initiative ou sur la définition même des représentants d'intérêt. Nous pensons que ces évolutions pourraient contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans leurs représentants. La haute autorité est parfois accusée d'accentuer une forme de suspicion, d'ailleurs, à l'égard des responsables publics, lorsqu'elle s'oppose à une mobilité vers le privé ou transmet un dossier au parquet. Alors, ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on fait baisser la fièvre. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'aujourd'hui, ces mauvais comportements ou ces comportements hors la loi, si je puis dire, sont beaucoup mieux identifiés qu'ils ne pouvaient l'être hier et aujourd'hui sont sanctionnés par la justice. Il faut en convaincre les citoyens. L'ensemble de nos contrôles démontre que l'immense majorité des responsables publics exercent leur mission avec probité, remplissent leurs obligations déclaratives
et dans les délais. Alors, des manquements existent, ils sont regrettables, mais heureusement marginaux. Malgré cela, un fort sentiment de défiance subsiste. Alors, la question de l'exemplarité, de la probité ne sont pas la seule explication d'une crise de confiance dans l'opinion. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent intervenir, mais on sait que ça joue, l'exemplarité et la probité. Et je pense qu'il est important que l'on puisse davantage sensibiliser le citoyen de tous les dispositifs qui ont pu être mis en place. Quand il m'arrive de faire des conférences, d'ailleurs à l'intention du grand public, je m'aperçois que beaucoup de citoyens méconnaissent tout ce qui a pu être mis en place. Et à chaque fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en disant « on ne savait pas tout ça ». Quand on voit le nombre de contrôles qui aujourd'hui s'exercent sur les membres du gouvernement, au moment de leur nomination, pendant l'exercice de leurs fonctions, y compris sur l'ensemble des élus, bon, on peut considérer que tout cela va dans le bon sens et contribue à l'exemplarité. Les responsables publics ont également sûrement un rôle à jouer en la matière. Les contrôles ne doivent pas être vus comme une contrainte. D'ailleurs, le plus souvent, les échanges que nous pouvons avoir avec les élus se passent très bien. Hein. Nous nous efforçons de nous donner les moyens, d'ailleurs, de pouvoir accompagner l'ensemble des élus. Ces contrôles sont un outil à la disposition des responsables publics pour donner des gages de leur probité aux citoyens, aux électeurs et aux usagers du service public, et puis contribuer, une fois de plus, à la restauration de la confiance. Je plaide pour ma part, d'ailleurs, que vous puissiez en parler plus souvent, que le Parlement puisse mieux identifier, d'ailleurs, une politique publique de lutte contre la corruption, contre les atteintes à la probité. Vous n'avez jamais l'occasion d'en débattre régulièrement. À chaque fois, quand vous légiférez, c'est à chaud, après un scandale, mais vous n'avez jamais l'occasion de vous exprimer sur une politique publique et jamais la possibilité d'en apprécier les résultats comme vous pouvez le faire sur d'autres politiques publiques. Et à partir du moment où on ne parle pas d'un sujet, où on ne met pas en avant les choses positives qui ont été effectuées, c'est sûr que seuls les manquements sont reproduits par la presse et ça donne ce sentiment que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis de ces sujets. Et je pense qu'il y aurait tout à fait intérêt à davantage identifier cette politique publique. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, les propos que je peux vous tenir en introduction et avant les questions que vous pourriez me poser. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Je vais donner la parole maintenant à ceux qui le souhaitent. Madame Marie-Pierre de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Merci à Didier Migaud de cette présentation. Je crois que je ne sais pas si on mesure à quel point finalement, certes, au gré de scandales qui ont pu toucher les uns comme les autres, s'est installé effectivement en France un panorama global de mécanismes de prévention de tout ce qui est, je ne parlerai pas de lutte contre la corruption, mais de tout ce qui est problème d'éthique financière ou professionnelle. Et c'est un progrès très important. Et j'ai l'impression que la HATVP a trouvé sa place. Vous êtes une institution jeune et qui, me semble-t-il, est tout à fait identifiée. Alors, j'ai évidemment plusieurs petites questions, enfin petites, parce que je vais les dire vite pour donner l'impression que j'en ai pas beaucoup. La première, c'est que je pense que nous avons une connaissance assez floue du suivi de vos transmissions au parquet. C'est-à-dire que on entend dire ou on lit de lignes dans la presse indiquant que vous avez transmis, etc. On ne sait plus très bien ce qui se passe ensuite. Pourquoi je dis ça ? Bon, nous, après, effectivement, on peut être intéressé par le sort de tel ou tel, mais ce n'est pas tellement le sujet. C'est qu'en termes pédagogiques, du coup, je pense qu'on a... Voilà, ça se perd un petit peu... voilà. Ensuite, quels sont les effets des... enfin, vous êtes plutôt vu comme étant une institution qui est assez... comment dire... comment trouver un terme qui ne soit pas péjoratif ?
j'allais dire complaisant, ce qui n'est vraiment pas un mot plaisant. Lorsque vous êtes saisi, effectivement, concernant ce que j'appelle les transferts publics-privés, puisqu'on voit que vous émettez des avis, mais vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, avec réserve, bon, mais so what? Donc tout ça, qu'en est-il ensuite? Troisième point, vous ne serez pas surpris, vous avez été à nouveau évoqué comme étant l'autorité qui pourrait, sous réserve d'une modification législative, être compétente pour délivrer les agréments aux associations qui luttent contre la corruption, suite de l'épisode qui frappe l'association Anticorps. Nous sommes favorables effectivement à ce qu'une structure qui ne soit pas gouvernementale puisse se prononcer. J'ai cru comprendre à vous lire que vous y étiez prêt sous réserve que le législateur le demande. Un petit souci purement, à mon avis, excessif sur les questions constitutionnelles. Bref, quelle est votre position là-dessus? Vous avez parlé des déontologues. Quels sont vos liens avec les déontologues du Sénat? Il faut savoir qu'au Sénat, moi je trouve, pour être en premier mandat, que nous sommes finalement entre vous, le système j'allais dire de Julia, vous allez dire, mais de quoi parle-t-elle? Enfin bref, ici, tous nos collègues, Julia est notre meilleure amie, c'est notre système de compta. C'est notre compta, c'est le logiciel voilà, de Fred Mandat. Je trouve que nous sommes extrêmement bien à la fois encadrés et la prévention, pour le coup, de tout débordement possible, je trouve, est très bien gérée. Mais quels sont les liens que vous avez avec les déontologues du Sénat qui remplissent pour nous aussi un rôle d'information, de conseil, etc. etc. Est-ce que d'ailleurs vous envoyez aux nouveaux élus une espèce de vadémécum? Le président du Sénat nous envoie en général voilà, je pense que c'est très, très utile. Vous avez évoqué des préconisations que vous aviez pu faire de ci, de là. Est-ce qu'il existe un condensé de tout cela? Parce que, enfin, en tout cas, dans mon groupe, nous sommes très intéressés par tout ce qui pourrait être progrès, y compris en direction des lobbies, parce que, honnêtement, le registre des représentants d'intérêt, je trouve ça quand même très, très faible. Enfin, je veux dire, ça permet de raconter qu'on fait quelque chose, mais ça ne change, j'ai l'impression, pas grand-chose. Et donc, globalement, quels sont les suivis de vos préconisations, puisque j'ai cru comprendre entre les mots qu'il y avait des marges de progression éventuelles. Merci, Mme la Gontrie. Monsieur François Bonhomme. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Vous avez mis l'accent dans votre rapport et dans votre propos sur un point particulier, à savoir les cas de non-dépôt d'une déclaration, en nous indiquant que 41 d'entre eux, pour l'année 2022, avaient été transmis au procureur de la République. Alors ça, c'est dans les cas où le dépôt porte sur des doutes sérieux concernant l'exactitude, l'exhaustivité. Non, c'est l'absence de dépôt, d'accord. Et vous avez fait valoir que vous appeliez de vos voeux la possibilité de mettre une sanction administrative. Et parce que, sans déformer vos propos, parce que la difficulté après, au niveau de la justice, de se saisir de ces dossiers dans de bonnes conditions. En quoi une amende administrative, une sanction financière, aurait un caractère dissuasif, d'une part, plus dissuasif en tout cas, et quelle est votre politique en matière de publicité dans les cas de non-transmission? Je précise bien que c'est après toute la procédure de relance, d'accompagnement, d'échange, d'injonction, qui est restée lettre morte. Voilà, parce que je vois des cas de figure où le délai légal étant de 2 mois, on peut comprendre évidemment qu'il y a un délai supplémentaire dans les cas où ça demande des compléments d'information assez lourds, mais des cas où 2 ans après la prise de fonction, la déclaration n'est toujours pas publiée, pose problème. Merci, Monsieur Bonhomme. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Dans le rapport d'activité, nous faisons le point sur les suites apportées par les parquets à nos transmissions.
il faut reconnaître que le temps d'instruction au niveau des parquets peut être long. Bon. Donc voilà, et alors ça dépend bien évidemment des situations et des dossiers. Hein, sur une transmission au parquet concernant la situation d'un ministre en exercice a été traitée relativement rapidement. Hein, je pense à la situation de M. Griset. Bon, par le parquet avec une citation directe et le jugement est même intervenu assez rapidement, dans des délais assez rapprochés. Et je pense que dans ce type de situation, d'ailleurs, pour le citoyen, c'est important que la décision ne tarde pas. Bon, donc, et que la sanction tombe dans des délais assez rapides, tout en préservant bien sûr la possibilité pour l'intéressé de se défendre et puis de la contradiction. Alors pourquoi nous demandons une sanction, une amende administrative? C'est justement pour ces raisons de temporalité. Ce serait beaucoup plus rapide. Bon, parce que vous évoquez les situations où pendant 2 ans, 3 ans, bon, une personne peut ne pas être sanctionnée alors même qu'elle n'a pas déposé sa déclaration de patrimoine ou sa déclaration d'intérêt. Dans le cadre d'une amende administrative, ça pourrait intervenir dans les 6 mois. Bon, donc avec un caractère dissuasif beaucoup plus important. Bon, donc, étant entendu que si ensuite l'amende administrative ne suffit pas, il y a toujours possibilité de saisir le juge pénal. Or, nous sommes d'ailleurs assez... on a une certaine souplesse dans l'appréciation des délais, puisqu'il peut y avoir de bonnes raisons qui font que la personne n'a pas respecté totalement les délais. C'est pour ça que nous le relançons. Et c'est pour cela que, même après relance, on envoie une injonction pour que la personne prenne bien conscience qu'elle ne remplit pas ses obligations déclaratives. Bon, donc nous prenons toutes les précautions. Donc normalement, d'ailleurs, quand nous transmettons au parquet, nous avons tout ça. Donc c'est pas des situations très difficiles à traiter, mais bon, après il y a le temps quand même de l'instruction, il y a une nouvelle instruction qui est engagée, bon, et ça demande toujours beaucoup de temps. La seule obligation, la seule non-souplesse d'ailleurs pour le respect des délais, c'est pour les déclarations de patrimoine et pour pouvoir être remboursé de ces frais de campagne, si vous n'avez pas respecté les délais légaux, bon, les frais de campagne ne sont pas remboursés. Il y a un député qui se trouve dans cette situation, parce qu'il s'est trouvé hors délai quelques jours après. Bon, alors il a tenté un recours, c'est devant un tribunal administratif. Mais la loi est très claire là-dessus, et c'est dans les délais légaux. Bon, donc voilà, il n'y a pas de possibilité pour la haute autorité de se montrer souple et éventuellement de donner 8 jours supplémentaires. Bon, là, le délai, il est ferme, et à partir du moment où on ne le respecte pas, il y a des conséquences. En revanche, sur les déclarations, une fois de plus, d'intérêt, bon, il peut nous arriver que sur des déclarations d'intérêt ou bien des déclarations de situation patrimoniale modificative, les délais ne soient pas toujours respectés. Bon, nous prenons le temps de sensibiliser les parlementaires, ça nous est arrivé, y compris et les élus concernés ou les responsables publics. Pour les élus, députés, il m'est arrivé de saisir d'ailleurs la présidente de l'Assemblée pour attirer son attention sur des délais non respectés. Bon, généralement, ensuite, tout rentre dans l'ordre. Bon, on n'a pas eu à le faire pour le Sénat, pour les sénateurs. Je reconnais d'ailleurs que vous êtes très accompagnés ici au Sénat, beaucoup plus encore qu'à l'Assemblée nationale, et nous avons des relations suivies avec votre comité de déontologie et avec le cabinet du président Larcher. Et nous pouvons attirer l'attention justement sur, notamment dans la dernière semaine du délai, et il y a une très forte réactivité
des services du président de votre assemblée et puis de votre collège de déontologie. Bon, nous avons d'excellentes relations. C'est très fluide. Et le fait d'ailleurs que le Sénat accepte que nous puissions réunir l'ensemble des référents déontologues dans les murs du Sénat montre que les liens avec le collège de déontologie du Sénat sont vraiment très fluides et qu'il y a une attention très forte de la part du collège de déontologie sur toutes ces questions. Donc voilà, sachant que notre rôle, sur les parlementaires, il consiste à vérifier, notamment sur vos déclarations d'intérêt, l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de vos déclarations d'intérêt. Après, sur, je dirais, la vie même de votre déclaration d'intérêt, elle est placée sous votre responsabilité et sous la responsabilité du bureau du Sénat et du collège de déontologie. C'est pas nous qui pouvons attirer votre attention sur le non-suivi d'un certain nombre de dispositions. Ça relève de vos propres organes internes au niveau du Sénat. Sur les réserves et le suivi des réserves, ça n'aurait pas de sens d'exprimer des réserves sans les suivre. Donc effectivement, nous apportons un soin tout particulier sur le suivi des réserves. Régulièrement, nous adressons à la personne concernée, nous l'interrogeons sur le suivi par elle-même de ces réserves et nous vérifions, bien évidemment, avec l'entreprise concernée ou bien avec un certain nombre d'informations qu'on peut avoir par ailleurs si la personne nous dit la stricte vérité. Sachant d'ailleurs que dans ce type de situation, on peut recevoir des signalements. Ça nous arrive de recevoir des signalements en disant « Tiens, on a pu voir que telle ou telle personne ne respectait pas ses réserves. » Bon, et lorsque nous recevons ce type de signalement, bien sûr, nous vérifions. Donc nous nous efforçons de suivre avec des moyens qu'il faut le reconnaître peuvent être contraints. Les moyens de la haute autorité c'est un budget de l'ordre de 9 millions d'euros. Bon, donc c'est un budget qui est modeste, bon, et qui pourrait mériter justement d'être conforté, d'être consolidé, compte tenu, je dirais, de ce que les missions aujourd'hui de la haute autorité sont beaucoup plus importantes que les missions de départ. Au départ, c'était le seul contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêt. Se sont ajoutés un peu de contrôle de mobilité aussi, se sont ajoutés la régulation du lobbying, et s'est ajouté, selon le principe de subsidiarité, le contrôle des mobilités de l'ordre de 15 000 responsables publics. Il faut reconnaître que, et ça se traduit dans les chiffres de 2022 avec l'explosion du nombre de saisines, une augmentation de 93%, c'est considérable, mais vous avez de l'ordre du tiers des membres des cabinets ministériels qui viennent du privé. Bon, donc à chaque fois, c'est un avis de prénomination, et à chaque fois qu'ils retournent dans le privé, c'est un avis que nous devons exprimer sur leur projet de reconversion professionnelle. Et puis il faut reconnaître que les mouvements dans les cabinets, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, sont beaucoup plus nombreux qu'à une certaine époque. Bon, on a l'air de rester moins longtemps dans l'exercice des fonctions de membres de cabinet ministériel qu'auparavant. Auparavant, quand même, on faisait souvent 2 ans, 3 ans. Bon, et puis ensuite, on changeait de fonction ou on allait ailleurs. Là, c'est pas rare que dans l'année qui suit, il y ait des mouvements. Donc on a beaucoup plus de mouvements qu'avant, sans que je puisse en interpréter bien sûr les raisons, mais c'est un constat que je peux faire et qui contribue à une forte activité de la haute autorité dans ce domaine-là. Alors nous avons un guide du déclarant et puis nous répondons d'ailleurs à toute demande de conseil de personnes qui peuvent relever de la haute autorité, s'agissant de leur déclaration ou s'agissant de leur projet de reconversion professionnelle. Et nous sommes de plus en plus saisis
d'ailleurs dans ce cadre-là. Ce sont des avis d'ailleurs que l'on peut exprimer à titre confidentiel pour la personne elle-même, sur tel ou tel sujet. Nous sommes de plus en plus saisis d'ailleurs par des responsables d'exécutifs locaux s'agissant de problèmes de déontologie ou d'éthique qui peuvent se poser à travers des responsabilités que peuvent avoir leurs adjoints ou leurs vice-présidents. Nous sommes consultés aussi sur les chartes de déontologie qui peuvent être mises en place dans les collectivités territoriales. Donc nous sommes beaucoup plus saisis qu'auparavant sur l'ensemble de ces questions. Tout ça va dans le bon sens d'ailleurs. Et j'écris beaucoup aux élus locaux, notamment, puisque 7 déclarations sur 10 élus locaux nécessitent de notre part des mesures de précaution, de prévention à mettre en place. Et nous avons de bons retours de ces courriers. Les élus nous répondent, nous informent d'ailleurs des dispositions qu'ils mettent en place. On a une plus grande appropriation aujourd'hui qu'hier de l'ensemble de ces dispositifs qui ont pu être mis en place. Donc voilà, c'est là. Je pense que ça doit aussi être dit, puisque ça contribue, je trouve, au bilan positif que l'on peut tirer, bien sûr, des dispositifs que vous avez pu mettre en place. Sur la complaisance, je ne sais pas si c'était le terme que vous souhaitiez utiliser, alors la haute autorité n'est pas complaisante du tout. La loi les mobilités entre le secteur public et le secteur privé sont autorisées par la loi, et le plus souvent d'ailleurs encouragées par les gouvernements successifs. Nous devons apprécier 2 choses. Le risque pénal, et le risque pénal est réel dans un certain nombre de situations. Ce sont les fameux articles 432-12 et 432-13 du Code pénal. Il y a quelques termes du 432-12 qui ont été précisés par le législateur dans le cadre de la loi Confiance dans la justice. La loi 3DS a aussi précisé un certain nombre de choses. On voit que quelques petits ajustements pourraient mériter encore d'être faits sur ces articles, mais ils existent. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation en fait une interprétation stricte. Donc nous protégeons les élus. Alors j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, parfois à l'insu de leur plein gré, mais nous les protégeons d'un risque pénal possible. Lorsque nous disons à Mme Bachelot qu'il n'est pas possible pour elle de signer un contrat de salarié avec Radio France, alors même qu'elle a été ministre de la Culture et qu'elle a eu la tutelle de Radio France, nous la protégeons. Elle aurait eu un contentieux, elle aurait vraisemblablement été condamnée, puisque le risque pénal était réel. La prise illégale d'intérêt était manifeste. Elle avait signé un certain nombre de subventions pour Radio France et pour France Musique. Donc voilà. Lorsque nous ne permettons pas à un ancien ministre de rejoindre le conseil d'administration d'une entreprise qui était un acteur important du domaine dont il avait la responsabilité, nous le protégeons aussi. Ils ne le comprennent pas toujours de façon spontanée, mais voilà, ce risque pénal existe. Nous apprécions aussi le risque déontologique. En plus, la définition du conflit d'intérêts est large dans notre pays. Il y a en plus l'apparence qui doit être prise en considération. Donc voilà, alors on a une marge d'interprétation sur le risque déontologique plus grande. On est dans le droit souple, d'ailleurs, c'est donc avec une marge d'interprétation plus grande. Et là, le fait d'avoir un collège avec des personnes venant d'horizons divers est un plus, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ça nous permet, en tout cas pour le moment, dans le cadre des décisions qui ont été prises, de n'avoir jamais été infirmés par le Conseil d'État lorsque nos décisions ont été
renvoyé devant le Conseil d'État. Voilà, donc nous efforçons de trouver le bon équilibre, une fois de plus, avec des décisions d'incompatibilité qui, en proportion, sont faibles, mais sont quand même là. Et nous avons, en plus, la nécessité de préserver l'indépendance et la neutralité de l'administration. Il ne faut pas qu'un responsable public, un ancien responsable public, puisse arguer de ses anciennes fonctions pour remettre en cause l'indépendance et la neutralité de l'administration. D'où, parfois, un certain nombre de réserves que nous mettons. Alors, lorsque nous disons toute démarche auprès de telle ou telle personne, ça ne veut pas dire interdiction de tout contact, interdiction de toute relation. Bon, on a eu, j'avais eu, je crois, l'occasion de le dire devant vous, un certain nombre de commentaires d'une rare stupidité, quand même, lorsque la haute autorité a pris la décision d'exprimer une réserve s'agissant de Jean Castex prenant les responsabilités de président de la RATP. On n'a jamais entendu lui interdire toute relation, tout contact avec des autorités gouvernementales, même lorsque c'était des ministres qui étaient dans son propre gouvernement. On a dit qu'il ne doit pas faire des démarches pour remettre en cause justement l'impartialité et la neutralité de l'administration, surtout qu'au niveau de la RATP, vous le savez, c'est une entreprise certes qui pendant très longtemps a eu le monopole, mais qui a des activités concurrentielles. Donc il est important de préserver l'indépendance et la neutralité de l'administration. Donc voilà, on a parfois perdu un peu dans notre pays le sens des mots. Donc à nous d'essayer d'expliquer ce que nous entendons en utilisant tel ou tel terme. Mais voilà, bon, c'est sans obligatoirement renvoyer au dictionnaire de la langue française. Mais voilà, on peut avoir de temps en temps quelques difficultés d'interprétation, d'où la nécessité pour nous de bien motiver d'ailleurs nos décisions et les avis que nous exprimons. C'est important pour que les uns et les autres comprennent bien qu'il n'y ait pas de malentendu sur les avis que nous exprimons. Merci, Monsieur le Président. Même si je considère qu'à côté du Code civil, du Code pénal ou autre, le Larousse ou le Robert n'est pas négligeable. On en a besoin. Je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Sueur et d'autres. Alors, Madame de la Gontrie, vous vouliez la parole ? Sur Anticor, je n'ai pas répondu. C'est au législateur de préciser quelle doit être la procédure pour donner un agrément, alors qui n'est pas un agrément ordinaire, hein, puisque ce type d'agrément permet à une association de se constituer partie civile, et d'une certaine façon de se substituer au parquet dans une procédure. Donc cet agrément-là, il a par exemple strictement rien à voir avec l'agrément que nous délivrons nous-mêmes dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Et une association qui peut nous faire un certain nombre de signalements qui nous contraint, bien sûr, à instruire ces signalements. Donc il y a beaucoup plus d'exigences qui sont imposées dans le cadre de l'agrément délivré aujourd'hui par la chancellerie dans ce type de situation. Bon. Mais si le législateur estime que la procédure doit être changée, bien évidemment, nous exercerons la mission que nous donnera le législateur. Moi, j'avais d'ailleurs suggéré que, à partir du moment où, très souvent, ce type d'association fait aussi appel à la générosité publique, ça rentre dans le champ de contrôle de la Cour des comptes, et qu'avant de donner un agrément, il pouvait être intéressant de demander à la Cour des comptes si justement sur le plan du budget, sur le plan d'un certain nombre de règles qui sont imposées à toute association qui justement fait appel à la générosité publique, entre guillemets, d'exprimer aussi un avis ou d'avoir un contrôle avant une procédure d'agrément, et l'agrément pouvant être d'une durée plus importante que les 3 ans. Hein, je pense qu'un agrément pour 5 ans, par exemple, serait une bonne période. Mais après, c'est vraiment de la responsabilité du législateur. Les deux ne sont pas corrélés. Hein. Les deux, alors nous, bien sûr,
nous avons renouvelé l'agrément après l'agrément délivré par le Premier ministre de l'époque, puisque le garde des Sceaux était en déport par rapport à ce type de situation. Nous avons fait référence à l'agrément déposé, parce que qui peut plus, peut le moins. À partir du moment où les exigences sont encore plus fortes, bon. Donc nous, on va être obligé d'adapter, effectivement, puisque notre délibération, qui faisait référence à l'agrément délivré par... Comment? Ben non, non, il est pas, non, nous ne remettons absolument pas en cause, nous, l'agrément que nous avons donné pour Anticor. Et une fois de plus, les critères ne sont pas du tout les mêmes. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Bonhomme? Juste une précision, Monsieur le Président, sur votre politique, enfin, si vous en avez une dans ce domaine, de publication, de communication sur par exemple, les cas de non-dépôt. Vous ne communiquez pas dessus, en termes juste en termes global, mais pas en termes d'individu, de personnalité. Or, les personnes qui sont sur notre site, ils voient que notamment sur les élus d'une collectivité territoriale, bon, s'ils cliquent sur tel élu, ils voient qu'il n'a pas déposé de déclaration. Donc c'est souvent, d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où on peut être interpellé. Mais nous ne communiquons pas obligatoirement sur les situations personnelles qui peuvent être transférées au parquet. Alors, si nous sommes interpellés, bon, sur une personne, bien évidemment, nous disons, nous avons fait le constat que cette personne n'a pas rempli ses obligations déclaratives et nous avons transmis sa situation au parquet. Merci, Monsieur le Président. Je vais saluer Madame. Ah, Madame Mercier. Je devais porter la question d'un sénateur, j'ai failli oublier. Un sénateur. Il était temps, dernier moment, s'il vous plaît, un sénateur de l'étranger, où peut-on consulter ces déclarations? Puisque pour nous, en métropole, si je puis dire, en France hexagonale, c'est à la préfecture, quid des sénateurs de l'étranger? Préfecture de Paris. Oui, préfecture de Paris. Puisque vous parliez du comité de déontologie, nous avons ici les membres du comité de déontologie, notamment Madame Di Folco, qui est ici. Et peut-être d'autres, d'ailleurs, parmi vous. Non, c'est Madame Di Folco. Tani Mohamed Soali, qui est également membre du comité de déontologie. Il est reparti. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Vous trouverez sur le site de la Haute Autorité le rapport annuel, bien évidemment. Rendez-vous cet après-midi à 16h30, salle Médicis, pour l'audition de Monsieur Darmanin sur les émeutes de la semaine dernière et de cette semaine. Merci à vous.